Eh bien, après les siècles des troubadours, 12e, 13e siècle, et après ce que j'appelle le sommeil d'argent, où les littératures d'oc, les langues d'oc sont largement pratiquées, il y a une renaissance au 19e siècle absolument extraordinaire autour de Frédéric Mistral, Théodore Aubanel et Joseph Roumanie, et donc dans le livre, je rappelle quelle a été cette renaissance littéraire et poétique absolument prodigieuse à partir de 1854, et sur tous les territoires d'oc, la Gascogne, l'Auvergne, le Limousin, la Provence évidemment, la Catalogne, et donc ça c'est la première phase. La deuxième phase c'est l'occitanisme, à partir du début du XXe siècle, et alors là c'est plus politisé, c'est peut-être plus linguistique comme horizon, mais c'est une manière de renouveler cet appel du Sud, cet appel à ne pas mourir pour les langues et pour la littérature et les littératures d'oc. Et dans le livre, je parle aussi de ces très courageux libraires, de ces éditeurs formidables, de ces auteurs qui continuent d'écrire en langue d'oc au pluriel, parce que à propos de l'occitanisme, je parle également du caractère contre-productif de l'occitanisme par rapport au maintien des langues, et je mets aussi en cause le jacobinisme qui n'en finit pas de faire mourir nos langues intérieures. Le premier apport est un apport humain, puisque le Félibrige notamment a compté des personnalités très attachantes, émouvantes. Je pense par exemple d'abord à Frédéric Mistral, je pense au grand amoureux qui était Théodore Aubanel, je pense à cette extraordinaire poétesse de Bigorre qui était Philadelphe de Gerde, et bien d'autres, jusqu'à, alors au-delà du Félibrige, des personnalités comme Max-Philippe de Lavouet, qui est l'un des plus grands poètes du XXe siècle, on peut le dire. J'évoque également la personnalité de Max Rouquet, Robert Laffont, Jean Boudou, donc des occitanistes qui sont de grands écrivains ou de grands poètes. Ensuite, il y a un apport sur le plan de la réflexion politique, linguistique. L'expérience du Félibrige nous fait réfléchir en particulier sur les identités locales, les identités culturelles, mais aussi l'aménagement du territoire, l'écologie, parce que certains Félibres, comme Joseph Darbaud et Baroncelli, sont ceux qui ont su maintenir la Camargue, par exemple, et pour réfléchir sur la région, effectivement, on a intérêt à s'intéresser à ce que tous les Félibres ont écrit, y compris par une presse d'oc qui a été rayonnante pendant des années et qui reste à redécouvrir. Le but de cet essai est de faire découvrir, connaître, aimer les littératures d'oc, parce qu'elles sont une manière de faire accomplir leurs possibilités à des langues aussi distinctes que le sont le provençal, le gascon, le languedocien, l'occitan. En réalité, ça n'est que le languedocien, et les autres langues. Ensuite, ce livre est construit comme une épopée, en 12 chapitres, comme l'Iliade et l'Odyssée, puisqu'il rend compte d'un combat immense qui a occupé 170 ans, des poètes, des historiens, des écrivains, des linguistes, pour défendre leur langue, la faire partager, la maintenir, toujours en harmonie d'ailleurs avec la France, puisque le séparatisme est un vrai mythe dont je parle. Alors comme c'est une épopée, donc il y a un combat, donc c'est un combat en faveur des langues, ce que j'appelle les langues intérieures, et c'est un combat également contre le jacobinisme qui a été un véritable fléau. À mon avis, il y a des prises de position dans mon livre, en particulier contre la centralisation française a été une maladie constante de la France. On a parlé du désert français, et là ce désert est en train de tuer nos langues, puisque les derniers locuteurs naturels vont s'éteindre d'ici 20 à 30 ans. Donc il est temps qu'on s'en rende compte aujourd'hui.